Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. La boulimie, c'est un écosystème. Par contre, je crois profondément et sincèrement que si on apprend à changer de posture, à écouter cet écosystème, on se retrouve dans une vie qui est bien plus nourrissante que celle qu'on était en train de mener. Et pour moi, la boulimie, c'est ce qui vient quelque part nous aider à cesser la vie qui nous rend malade. Sauf que bien évidemment, quand on est dans la même posture que celle dans laquelle j'étais, on cherche à éradiquer le symptôme pour poursuivre la vie qui nous rend malade. Merci d'être avec nous, bienvenue, installez-vous et écoutez attentivement l'invité que nous allons recevoir sur ce canapé. Kitry Bertrou est installée. Bonjour Kitry. Bonjour Marc. Quel bonheur de vous recevoir. Et on va parler, alors on a choisi évidemment un titre un petit peu provocateur et pourtant chaque mot est pesé et chaque mot correspond à votre histoire. Boulimie égale boulimie miracle. Et vous dites cette phrase, la vie est le véritable miracle et chaque compulsion est un élan vital cherchant à s'exprimer. Exactement. C'est votre histoire ? C'est ce en quoi je crois et c'est mon histoire. Et je crois que c'est cette histoire qui me permet aujourd'hui de me sentir nourrie, de me sentir complète. Moi, rien ne me prédisposait à faire mon métier actuel où j'accompagne les personnes qui souffrent de compulsions et à plus large titre de diverses addictions. Moi, dans ma vie, très tôt, il y a un énorme décalage entre la volonté dont je faisais preuve dans plein de domaines de ma vie, notamment scolaire, et l'incapacité que j'avais à me contrôler sur d'autres registres, notamment alimentaire, mais bon, alimentaire dès l'enfance. Et puis à l'adolescence, quand je sortais, j'arrivais pas à m'arrêter de boire, alors que je buvais pas tous les jours. Quand je fumais, je pouvais fumer 3 paquets dans une soirée et ne plus rien fumer pendant 1 mois. Et j'avais vraiment ces accès compulsifs où c'était hors de portée, hors de ma volonté. Et ça s'exprimait vraiment malgré moi. Et à côté de ça, j'étais très volontaire, presque, enfin trop d'ailleurs, trop perfectionniste et volontaire sur plein d'autres registres de ma vie, notamment sur le plan académique. Et très tôt, en fait, je pense que dans ma vie, je me suis pas sentie nourrie, je me suis pas sentie à ma place. Et donc, je cherchais à ressentir de l'amour à travers des tâches extérieures. Donc, c'est passé par les diplômes de tout ira bien le jour où, je pense très tôt, c'était j'aurai mon brevet, je serai au lycée. Puis ensuite, le jour où j'aurai mon bac. Puis le jour où je serai pharmacienne, parce que je mettais beaucoup d'attentes, en fait, sur ces diplômes. Puis en fait, quand j'étais pharmacienne, c'était pas suffisant. J'ai voulu faire une grande école de commerce pour recevoir encore plus de likes. Et puis quand vous avez réussi ? Ah oui, à chaque fois que je réussissais, je faisais preuve de volonté, je réussissais, mais je me sentais de plus en plus vide et de plus en plus morte à chaque objectif atteint. Et c'était des objectifs sur tous les registres, pas que académiques, parce que c'était le jour où je sortirais avec ce garçon, le jour où... forcément, les troubles alimentaires, le jour où j'aurais perdu 10 kilos et où j'aurais musclé mes fesses, voilà. Et tout était autour de cette quête d'objectifs qui, un jour, me rendrait heureuse et suffisante. Et surtout, en fait, c'était quand je serais en vacances, je pouvais tenir des choses insupportables pour décompresser à un moment donné, mais sauf que ça durait 3-4 jours. Et il fallait reprendre ce rythme insoutenable. Et au fil de ce parcours, les addictions ont été de plus en plus intenses, de plus en plus grandes, de plus en plus violentes, jusqu'à ce que je questionne peut-être la racine. La racine. Êtes-vous prêt à transformer votre vie en quelques heures? Avec mon équipe, nous allons créer un espace haute fréquence à l'intérieur duquel vous allez pouvoir déposer tout ce qui ne sert plus votre chemin d'âme. Venez comme vous êtes, avec vos challenges de vie, que ça soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Chaque âme recevra des upgrades cellulaires, biologiques et multidimensionnels. Nous allons travailler sur les traumas ancestraux, vies passées, contrats d'âme en tout genre. Nous allons faire des activations. Activation 3e œil, glande pinéale, kundalini et corps de lumière. Venez expérimenter la fréquence de l'amour inconditionnel. Fréquence à laquelle tout devient possible pour activer votre auto-guérison. Début mars 2025, nous serons sur Toulouse et Montpellier
en partenariat avec ABC Talk et mes équipes américaines et françaises. Les places vont partir vite, alors si vous êtes prêts à évoluer, à changer, à vous transformer, rejoignez un de nos événements de groupe Self Healing. Juste alors, avant de commencer, évidemment, vous l'avez évoqué dans votre parcours, vous êtes pharmacienne, diplômée de l'ESSEC, et il y a effectivement ces troubles du comportement alimentaire, et il y a ce titre qu'on a choisi volontairement où vous parlez de boulimie. Mais j'ai le sentiment que d'abord, avant de parler de ce titre, j'ai le sentiment que parler de boulimie, c'est très réducteur. Oui, tout à dans fait. votre approche et dans votre, Oui. dans votre accompagnement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est là-dessus que vous avez fait le focus. C'est là-dessus que j'ai fait le focus parce que je crois que notre relation avec l'alimentation reflète à la perfection, encore mieux que d'autres addictions, notre relation avec la vie, avec les autres, avec nous-mêmes. Et donc, je suis fascinée par ce symptôme, plus que c'est vrai, les symptômes addictifs avec l'argent, le tabac, l'alcool. La dynamique, pour moi, est la même et similaire. Peut-être pas sur le plan physiologique, puisque dans le cas des troubles alimentaires, il y a vraiment un dérèglement biologique du corps. Et je pense que chaque addiction a son propre dérèglement, donc il y a des différences. Mais dans la dynamique, moi, ce qui me fascine, c'est ce rapport avec l'alimentation et ce rapport avec la vie que je retrouve moins dans les autres addictions. Alors, vous avez appelé ça donc boulimie miracle, et c'est là où c'est très provoquant. Oui. C'est très provocateur, parce que vous dites boulimie égale boulimie miracle, et ça revient à la phrase d'introduction où vous parlez effectivement que chaque compulsion est un élan vital cherchant à s'exprimer. Et on a presque le sentiment que vous dites merci. Ah oui. Merci d'avoir été celle que j'ai été et d'avoir eu tous ces troubles et ces addictions. Pour rien au monde, je changerais une seconde de mon parcours. Cette souffrance. Aussi douloureux que ça ait pu être, parce que vraiment, j'ai été très mal au point d'avoir envie de mourir. Hein. J'étais très, 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 très mal. Mais c'est cette justesse de ce parcours qui m'a permis de réajuster et d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à reconnaître ma valeur au-delà de ce que je fais, de me dissocier de qui je suis et ce que je fais et ce que je pense et d'où je viens, et de reconnaître ma valeur au-delà de tout ça. Et je pense que sans ces symptômes, je serais toujours la tête dans le guidon, en fait. Est-ce que c'est le premier enseignement que vous préconisez à ceux et celles qui vont prendre contact avec vous en leur disant « Prenez la souffrance que vous êtes en train de vivre comme un cadeau » ? Alors, c'est peut-être un peu violent dit comme ça, parce que quand on est en train de... Boulimie miracle, ça veut dire ça. Hein. Je dirais plutôt observer avec curiosité ce que le symptôme vous permet d'être, vous permet de vivre, vous permet d'incarner, que vous ne vous autoriseriez pas à vivre et incarner sans ce symptôme. Parce que bien sûr que c'est un apprentissage dans la douleur, c'est pas un apprentissage dans la douceur. Par contre, les symptômes viennent nous aider à être, incarner ce que l'on refuse d'être et ce que l'on refuse d'incarner. Et c'est un apprentissage, je crois, de réintégrer des parts de soi, de réintégrer des aspects de notre personnalité, au-delà du dogme qu'on s'impose d'être pour X ou Y raison, dans l'espoir d'être quelqu'un de bien, en fait. Quel regard vous avez aujourd'hui, avec le recul, sur la jeune Kitry qui était au cœur de ses addictions, au cœur de ses troubles, au cœur de ses phrases quand vous dites à l'intérieur, j'étais vide, morte. Ah, j'étais morte intérieurement. J'étais une coquille vide. Mais par contre, à l'extérieur, ça se voyait pas. Donc vous jouiez ? Ah oui, je jouais un rôle sans avoir conscience que je jouais. C'est-à-dire que j'étais identifiée à mes personnages à 100% et je pensais que ce qui me définissait, c'était ce que j'étais, ce que je faisais, la forme de mon corps. J'étais convaincue qu'en fait, mon corps était qui j'étais, quoi. J'avais aucune notion, vu que je ne contactais rien intérieurement, puisque j'étais déconnectée. Et j'étais déconnectée. On ne peut pas faire des crises de boulimie, on ne peut pas fumer 3 paquets dans une soirée et être présent dans son corps, on ne le supporterait pas. Donc j'étais à 10 km, j'étais très loin de moi. Et donc cet amour qu'on ne peut ressentir qu'en étant présent et ancré dans son véhicule, dans son corps, parce que de l'amour, ça se ressent, ça ne s'intellectualise pas, je ne pouvais pas le ressentir. Quand on vous écoute là, évidemment, dans les 10 premières minutes de l'émission, la première réflexion des gens un peu rationnels qui vont regarder, on dit mais qu'est-ce qui lui a manqué à cette fille pour qu'à un moment donné, elle se retrouve tombée aussi bas ? Qu'est-ce qu'il m'a manqué ? Sur le papier, rien. Bah oui. J'avais vraiment, sur le papier, il m'a rien manqué. Par contre, il m'a manqué cette connexion physique à mon corps, je pense. J'étais dans une quête extérieure. Mais cette connexion physique, elle ne vous a pas été donnée parce qu'il manquait quelque chose dans votre éducation, dans votre environnement, dans l'amour ? Je pense que dans toutes les familles, il doit probablement manquer quelque chose. Après, non, je pense que on a toujours le choix, c'est le fameux libre arbitre. On a le choix d'être présent, naturellement de manière archaïque, et c'est ce qui nous permet de rester en vie. Heureusement que notre corps fonctionne comme ça, il n'y a aucun problème avec ça. Si on touche une plaque chauffante,
on enlève notre main de la plaque. Si on souffre à travers notre corps, on se déconnecte de notre corps. C'est un mécanisme spontané. Et probablement que je n'ai pas été accompagnée à vivre dans mon corps ce qui me traversait, mais je crois que pas grand monde ne l'est, et pour autant, tout le monde ne développe pas des troubles aussi sévères que ceux que j'ai vécus. Et donc, je me tiens responsable de ce process. Je me suis laissée happer par les mécanismes archaïques de survie du corps de manière inconsciente. Et j'avais probablement besoin de passer par là pour revenir en moi. Et c'est très bien ainsi. Et à ce moment-là, on peut aussi se dire que font vos parents. Ils ressentent votre souffrance à ce moment-là? Eh bien, je pense pas, parce que je pense que je jouais tellement bien mon petit rôle que je ne pense pas. De la petite fille parfaite, propre sur elle. De la petite fille qui... Enfin, vraiment, sur le papier, j'étais très entourée, j'ai toujours eu énormément d'amis. Sur le plan académique, ça roulait très bien. J'ai toujours eu des petits amis, plein de copains, je faisais la fête. C'est juste que c'était fake et que c'était dans une recherche de plaisir immédiat, en fait, pas de paix intérieure. J'étais dans une quête de plaisir immédiat, donc j'avais des moments où j'étais exaltée, et puis je reprenais l'autre face de la pièce en suivant. Quelle souffrance! C'est montagnes russes en permanence, quoi. En fait, j'étais dans une idéalisation, et j'oscillais entre idéalisation et désillusion. Et pourtant, vous allez effectivement faire ce cursus de pharmacienne, de diplômée d'école de commerce, etc., etc. En me sentant de plus en plus mal à chaque fois. Ouais, c'est ça. Plus vous avanciez... Et donc, plus il fallait des objectifs extraordinaires. Pour faire croire? Pour me faire croire en premier qu'il manquait encore quelque chose. Vous parlez évidemment de votre papa, que vous perdez jeune. Oui. Ça aussi. Alors, ça vient encore rajouter, j'imagine? Ça, c'était peut-être au commencement. C'est peut-être la première épreuve de ma vie. Par contre, ça a été une superbe équipe pendant toutes ces années, parce que, bon, bien sûr, j'ai vu, je crois, tous les thérapeutes et les psys de la Terre. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. J'ai vu, je crois, tous les plus grands spécialistes, notamment étudiantes. Enfin, à partir du lycée, en fait, j'ai vraiment commencé à voir que quelque chose n'allait pas. Jusqu'au lycée, je me racontais un peu des histoires de « Oh, ben, t'es gourmande, fais un régime, ça va aller. » Et puis, c'est vraiment au lycée où s'est ajouté les relations affectives, l'alcool, une envie de maigrir toujours plus grande pour... quelque part, c'était très mégalo, hein, mais je me disais que j'étais tellement OK sur tous les plans que ce qui dysfonctionnait, c'était mon corps et mon apparence. Et que si je changeais mon enveloppe, alors j'aurais de l'amour, en fait. C'était un peu lunaire quand on y pense. Et donc, j'ai en effet vu tout un tas de spécialistes de ce sujet des compulsions et des troubles alimentaires. Et alors, mon papa, c'était le Graal, parce que je pouvais justifier ma souffrance avec ça. Et donc, pendant des années, j'étais boulimique parce que j'avais manqué d'un père. Ça a été votre porte de sortie, en fait. C'était vraiment je continuais sur les bancs des thérapeutes à me raconter une histoire qui me déresponsabilisait, qui me plaçait comme victime d'un deuil. Et j'étais absolument, encore une fois, pas actrice. Et donc, c'était j'étais dans une dynamique de le monde ira mieux le jour où dans le futur, mais je me racontais aussi que le monde aurait été mieux dans le passé. Si mon père avait été là, alors... Voilà. Est-ce que ça, c'est avec le recul, vous êtes capable de faire cette analyse-là, ou est-ce que vous le viviez à l'instant présent? C'était totalement inconscient. Ah, c'était complètement inconscient. Complètement inconscient. Okay. J'étais convaincue des histoires que je me racontais. Okay. Ah bah oui. Oui, heureusement. J'espère que si j'avais été consciente de ça, ça aurait peut-être duré moins longtemps. Non, c'était totalement inconscient. J'étais happée par mes propres mécanismes égotiques de survie, de replacer la faute à l'extérieur pendant des années. Et pendant des années, je racontais la même histoire sur le banc de tous les thérapeutes, qui me rajoutaient pour la plupart, parce que je pense que j'étais attirée par des personnes qui venaient me donner de l'énergie. J'avais besoin d'énergie à ce moment-là, j'avais besoin qu'on me brosse dans le sens du poil, donc j'étais probablement attirée par des personnes qui me brossaient dans le sens du poil, et je leur en veux pas du tout. D'ailleurs, si elles m'écoutent, je les remercie infiniment, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais ça me maintenait dans ma spirale et dans mon histoire. Vous disiez donc se bourrer la gueule, fumer, se gaver, enchaîner les régimes et le sport à outrance, persuadé que j'atteignais l'enveloppe physique idéale, plus rien ne me résistait. Fuite effrénée dans l'illusion du contrôle. À l'intérieur, j'étais donc vide, j'étais morte. Exactement. Ouf. C'est vraiment mot pour mot ce que je ressens quand je repense à mon histoire. La Mongolie.
Oui, alors la Mongolie... Ça aussi, c'est encore c'est sans doute l'étape. Pour moi, c'est le début de mon parcours de guérison. Okay. Jusqu'à cette étape, j'étais dans un parcours de soins où je recevais de l'énergie. Et je crois que j'ai eu besoin de ce parcours de soins avec toutes mes histoires pour recevoir de l'énergie, pour qu'il y ait un switch à un moment donné. Donc, dans cette course effrénée où, en effet, je me sentais morte, je me sentais mal, à un moment donné, il y a une voix en moi, probablement qu'on peut appeler l'intuition, hein, qui m'a soufflé que si je ne mettais pas un terme à cette vie qui me rend malade au moins un temps, en fait, si j'appuyais pas sur pause, j'allais vraiment finir morte, en fait. Enfin, j'allais en mourir, il allait se passer quelque chose. C'était de plus en plus grave, entre guillemets, mes symptômes. Et je suis partie en Mongolie plusieurs mois dans une famille nomade au milieu de la steppe où il y avait rien. Je sais pas. Je sais pas si j'ai une belle connexion avec les chevaux. Et je crois que ça m'a toujours appelée, cette Mongolie à cheval. Mais c'est le seul point que je vois. J'en sais rien. C'était la Mongolie. Encore aujourd'hui, vous savez pas? Non, pourquoi la Mongolie je sais pas, je devais peut-être avoir ce fantasme encore des chevaux à ce moment-là, mais c'était vraiment pas conscient. Parce qu'il y a une dimension très spirituelle avec la Mongolie, pour le coup. Ouais, mais alors, j'étais pas du tout là-dedans. Ouais, aux antipodes, bien sûr. Du tout. Pas du tout. Bref, non, je me suis dit, la Mongolie dans la steppe, au moins, je vais couper avec tout ce qui... C'était très inconscient, mais je pense que je réalisais que je me mentais quand même à ce moment-là. Et la Mongolie, je passais d'une vie parisienne très animée, avec une quête frénétique de soirées, de tout ça, en fait, de tous les vices que je vivais à ce moment-là. Et la Mongolie, c'était un reset, en fait, dans ma tête. Je partais pas en Amérique latine où j'allais danser dans la rue à Rio. Je partais en Mongolie, dans la steppe, où il y allait y avoir rien. Comment vous justifiez ça auprès de vos proches et de votre famille? Je ne l'ai pas justifié, je crois. J'étais à un moment où, pour le coup, la vie des autres là-dessus, c'était ma survie. Parce que partir 10 jours, 15 jours, ok, on peut comprendre, vacances, petit break, 3 mois, c'est pas la même. Ouais, je ne l'ai pas justifié. Ok. Et j'ai pas trop été questionnée là-dessus. Je voyageais beaucoup, quand même, dans le monde entier, avant la Mongolie. J'ai énormément voyagé. Je pense que ça a questionné. Ils ont dû se dire, bon, elle part visiter la Mongolie, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous allez là-bas. Donc, je pars en Mongolie et là, je me retrouve face à rien, face au vide, sans plus rien qui me permettait de fuir auparavant. Plus de téléphone, je capte pas dans la steppe. Je parle pas mongol. La famille dans laquelle je suis ne parle pas anglais. Et surtout, je ne suis plus rien. Parce que au milieu de la steppe, ce qui compte, c'est d'élever le troupeau, c'est de manger, c'est de boire, c'est de tondre les moutons, c'est de tuer les... Alors, c'est pas de la survie, parce qu'il y a largement de quoi manger, mais c'est de vivre, en fait. Et alors, le fait que je sois pharmacienne, rien à faire. Les secs, je connais pas. C'est sûr, certain. Je suis rien. Je suis donc une nobody au milieu de la steppe. Et là, il y a comme un espace de vie en moi qui s'ouvre, où je me retrouve dans une connexion vraie avec un humain, où j'ai plus besoin de jouer. Et de toute façon, je ne peux plus... Enfin, c'est pas que j'ai plus besoin, c'est que je ne peux plus jouer, de fait. Donc, par l'expérience, je me retrouve à ne plus pouvoir fuir. Et il y a un espace en moi qui s'ouvre, où c'est comme si le voile de l'illusion tombait, et je réalise... C'est dur de se l'avouer, et j'ai eu besoin de plusieurs semaines, ça n'a vraiment pas été confortable. Mais je réalise que je me raconte n'importe quoi, que je suis en train de poursuivre quelque chose qui ne me nourrit pas, et que surtout, je suis fausse. Je réalise que je suis fake sur tous les plans de ma vie. Mon Dieu, mon Dieu. Donc là, c'est la désillusion totale. Et c'est un petit peu le début du parcours. C'est le début du changement de paradigme, c'est le début de la responsabilité, c'est le début du cheminement. Et c'est comme si tout ce que j'avais fait auparavant prenait une autre saveur avec ce regard-là. Donc, c'est pas une rémission spectaculaire de tout, puisque d'ailleurs, après la Mongolie, je retravaille dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, je reprends une vie normale en apparence, mais elle n'a plus la même saveur, parce que je ne la vis plus depuis le même espace intérieur. Je suis plus identifiée à mes rôles. Je joue toujours, mais j'ai conscience que je joue, et ça a plus du tout la même saveur, parce que se raconter n'importe quoi et s'identifier et faire n'importe quoi quand on n'en a pas conscience, c'est une chose. Faire la même chose en ayant conscience qu'on joue et que tout est faux,
ça n'a plus la même saveur. Mais il n'y a pas eu ce sevrage de dire « je ne joue plus ». Pas tout de suite. Je me le suis dit, mais entre le fait de se le dire et de se le relaisser happer par les mécanismes archaïques en nous qui nous entraînent dans... Pas tout de suite. Par contre, il y a eu un effondrement de cette couche très épaisse de fake entre moi et moi qui s'effondre. Et c'est là que le début du chemin commence. C'est là que je réalise que tout ce que j'ai entrepris jusqu'à présent était fait depuis un espace de victime qui voulait être sauvé et recevoir des likes des autres. Et en Mongolie, je comprends que la seule personne qui peut me sauver, c'est moi, que la seule personne qui a toujours eu les rênes, c'est moi, et que rien extérieur n'est responsable de ce que je vis. Pas même la mort de mon père. Pas même toutes les histoires que je m'étais racontées. Est-ce que la boulimie s'arrête à ce moment-là? Alors, la boulimie alimentaire, oui. En tout cas, j'ai plus jamais eu de crise titanesque comme ce que je pouvais faire. L'envie de maigrir aussi. Je réalise que mon corps, il est ce qu'il est. Il est le véhicule qui me permet de survivre et de faire une expérience terrestre quelque part la plus longue possible. Je ne suis plus dans une quête de vouloir modifier ce corps. Je continue quand même à boire pas mal en soirée, à avoir du mal à m'arrêter. Donc, la boulimie alimentaire s'arrête. Et petit à petit, en fait, les autres addictions s'effritent naturellement, en fait, au fil des mois et qui suivent cette expérience. C'est fou comme ce voyage, cette immersion pendant 3 mois, là, vous a transformé. Et du coup, est-ce que ça se ressent? Est-ce que votre entourage le ressent? C'est une nouvelle... Oui, je pense que ça a été très déstabilisant pour beaucoup de personnes de voir le changement, ouais. Je pense que certaines personnes ont été déstabilisées. Paradoxalement, peut-être moins mes amis d'enfance, où je pense que pendant l'enfance, on est quand même plus soi-même qu'après. Mais en effet, je pense que c'est très déstabilisant encore aujourd'hui de voir le cheminement que j'ai pris, d'exercer ce métier. J'entends régulièrement, mais tu as fait tout ça pour ça. Donc oui, je pense que c'est déstabilisant, mais j'ai pas ni de rancœur, ni de réaction face à ça. Je me sens bien avec les choix que j'ai faits. Je me sens bien avec la vie que j'ai aujourd'hui. Et les personnes que ça déstabilise, je me dis aussi que c'est peut-être une opportunité de remettre en question leur propre modèle, si ça vient les travailler là-dessus. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont très heureuses pour moi et qui... Alors, quand vous revenez de ces 3 mois de Mongolie, effectivement, il y a cette transformation, cette prise de conscience, grosse prise de conscience. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est trop tard. Une fois que c'est imprégné dans le corps, une fois que la prise de conscience est dans nos cellules, je peux plus jamais me mentir, en fait. Enfin, je peux essayer, mais ça fonctionne plus. Et donc, je joue des rôles en ayant conscience que je joue. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que le propre de l'expérience sur Terre, c'est qu'on joue des rôles. On est dans un corps, on joue. Là, je joue à l'interview. Enfin, on joue. Non, mais c'est vrai. On joue de toute façon. Oui, Par contre, on peut jouer depuis 2 espaces. Et on peut jouer depuis un espace inspiré, depuis un espace d'amour et d'inspiration. On peut jouer par peur. Et jouer depuis un espace inspiré, c'est agréable. Jouer depuis un espace de peur, quand on a conscience que c'est pour se protéger, ça n'a plus du tout le même goût. Et c'est ça qui change. Et c'est là-dessus que vous allez faire créer les fondamentaux de votre accompagnement? Alors, mon accompagnement, mais jamais j'aurais pensé faire ça, même après la Mongolie. Donc, je continue ma vie normale, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Quand même, au bout de quelques mois, enfin quelques années, au bout de peut-être 1 an et demi ou 2 ans, je me dis que c'est plus possible, en fait, de continuer à jouer par peur, de jouer des rôles qui sont fake. J'écris une lettre sur le fait de rester soi-même au directeur à ce moment-là. Donc, je démissionne, je quitte ce grand groupe. Quand j'y pense, ça aussi, il n'avait pas dû comprendre pourquoi je lui écrivais cette lettre. Bref, c'est drôle. Donc, j'écris une lettre en expliquant que pour moi, le plus important, c'est de ne plus me trahir et de rester moi-même. Et donc, je ne peux plus rester dans ce groupe où je me trahis de A à Z. Je ne suis pas en lien avec les décisions qui sont prises. Je me sens pas nourrie par ce que je fais. Ça n'a aucun sens pour moi. Voilà. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens pour moi, exactement. Ça n'a plus aucun sens pour moi. Je pars. Entre-temps, je tombe enceinte de ma première fille. Et puis, pendant mon congé mat, c'était au moment du Covid, du confinement, je me dis, comment est-ce que je peux mettre à profit mon temps? Il faut savoir que sur tout mon parcours de guérison, je me suis formée, je crois, j'ai eu une boulimie de formation, donc je me suis formée à absolument tous les outils qui existent.
toujours dans la quête que l'outil me sauve. Hein. J'étais vraiment dans cette quête-là, mais donc ces formations, mine de rien, je les avais quand même faites. Et je me dis, bon, ben, tout ce que tu as intégré grâce à ces formations inconsciemment, et puis la Mongolie qui avait fait switcher ma posture, en fait, parce que le problème, c'était pas les outils qui marchaient pas, c'était l'espace depuis lequel j'utilisais tous ces outils. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux mettre à profit mon temps, mon énergie, pour aider des personnes qui vivent la même chose que moi, et les aider non pas avec les outils, mais à avoir ce switch que moi j'ai eu avec une expérience extrême, mais heureusement que tout le monde n'a pas besoin de vivre ça pour switcher. Et je commence à proposer des séances sur les réseaux sociaux, mais vraiment à titre de hobby, quoi. Je voulais offrir ce qui m'avait, moi, aidé, mais sans même me dire que j'en ferais mon métier un jour. J'étais pas du tout dans cette dynamique-là. J'étais avec mon bébé, j'étais bien, voilà. Et mon activité a très vite pris de l'ampleur, a très vite très bien fonctionné, au point que j'ai plus besoin, en fait, de me poser la question de faire autre chose. Donc ça s'est fait un peu malgré moi, tout ça. J'ai le sentiment, en vous écoutant quand même, et c'est vraiment passionnant parce qu'il faut écrire, hein. Faut faire un livre là-dessus. Il y a un parcours de vie qui est étonnant. Encore une fois, ce qui résonne quand je vous écoute, et on va voir ensuite évidemment de quelle manière vous accompagnez ceux et celles qui sont dans ces problématiques de troubles du comportement alimentaire, mais j'ai le sentiment que de parler de troubles du comportement alimentaire, c'est hyper réducteur dans votre Tout à fait. accompagnement. Tout à fait. C'est hyper réducteur et je pourrais, avec la même approche, accompagner toutes sortes d'addictions. Mais totalement. Oui. Et pas nécessairement. Je vais même vous dire, l'addiction est même réductrice. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est peut-être la partie... C'est du coaching de vie. Oui, c'est beaucoup plus large que ça, en effet. Je peux aider tout le monde. Sauf que... Non, mais c'est vrai. C'est non, mais vrai, je peux aider tout le monde. Non, mais je peux aider tout le monde. Non, en plus, Non. c'est faux. Je peux aider tous ceux qui vivent suffisamment de souffrance pour pouvoir re-questionner cette posture. Absolument. Donc, c'est pas vrai. Je peux pas aider tout le monde. Et même dans le cas des troubles alimentaires, je ne peux pas aider tout le monde. Je peux aider ceux, et d'ailleurs, c'est les personnes que j'attire à moi, hein, qui vivent avec ça depuis 30 ans, 40 ans, ou même 10 ans, depuis longtemps, qui sont dans un état de souffrance immense et qui ont tout essayé et qui ressentent qu'il y a un switch qui doit être intérieur et en eux. Et je ne suis pas dans une démarche de soins dans mes accompagnements. Je ne brosse pas les personnes dans le sens du poil. Je les accompagne dans ce switch de posture et je pense qu'il faut être prêt dans ce switch de posture. Et en effet, je pourrais accompagner sur d'autres registres, sur d'autres addictions. Maintenant, vraiment, moi, je suis fascinée par le lien entre l'alimentation et la relation qu'on entretient avec les autres, avec la vie, avec nous-mêmes. Je trouve que c'est très parlant, donc ça me plaît. Et il y a aussi un effort à faire en communication pour avoir des personnes qui s'identifient. Et moi, aujourd'hui, ma passion, ce qui me porte, c'est d'accompagner. Je suis moins passionnée par la vente et au service de mon accompagnement, mais pas l'inverse. Et je me dis que s'il fallait que j'accompagne tout le monde, il faudrait multiplier mes efforts de communication. Et aujourd'hui, je ne suis pas prête à payer ce prix-là. Je préfère me concentrer sur ce qui m'anime. Exactement. Donc, en tout cas, ce qui est vraiment intéressant chez vous, Kitri, c'est de se dire que effectivement, il y a ces troubles du comportement alimentaire, mais que le spectre de votre action et de votre champ d'action est beaucoup plus large que ça, évidemment. On met un coup de projecteur sur ça, mais on sent bien qu'il y a des dérivés, si je puis dire, et des tas de satellites qui peuvent venir se greffer pour essayer de comprendre quel est le mal-être de la personne. Oui, mais alors en fait, il y a ça aussi, c'est que moi, dans mon histoire, je me cristallisais beaucoup là-dessus. Parce que dans ma mégalomanie, j'étais persuadée que si je changeais la forme de mon corps, j'aurais des likes. J'aurais l'amour que de toute façon, je ne pouvais pas ressentir. Même si j'avais des likes, je ne le ressentais pas. Et j'étais cristallisée et focus là-dessus. Mais en fait, personne n'a qu'un trouble alimentaire et puis tout le reste va bien. Ça n'existe pas. On est bien d'accord. Donc moi, les personnes que j'accompagne, elles ont une multitude d'autres symptômes sur tous les plans. Sur le plan relationnel, sur le plan psychologique, sur le plan physiologique. D'ailleurs, il y a parfois même sur le plan physiologique d'autres symptômes. Il y a probablement d'autres addictions. La personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire ou d'une addiction, elle ne peut pas être confrontée à sa propre présence face à rien, face au vide. Alors moi, à l'époque, je me racontais que le problème, c'était l'ennui. J'étais toujours à l'extérieur. Je ne réalisais pas que s'ennuyer, ça pouvait être nourrissant, mais que c'était l'inconfort que je ressentais quand j'appuyais sur pause, ce fameux état émotionnel par défaut, ce fameux état émotionnel de base, que je n'étais pas en mesure de vivre. Et que je fuyais de manière très archaïque par tout un tas de stratégies, le scroll sur les réseaux sociaux, les coups de téléphone, les soirées, les diplômes, les examens, les machins. J'étais sans cesse dans cette quête, mais il n'y avait pas que l'alimentation. C'est une fuite en avant, ça. C'est une fuite en avant. Sauf que dans mon histoire, je me racontais que le problème, c'était la forme de mon corps, bien plus que tout le reste. Je voyais pas que
je trouvais que c'était normal, en fait. Je trouvais que c'était normal de sortir jusqu'à 5 heures du mat et de rentrer ivre-mort. Je trouvais que c'était normal de travailler mes examens jour et nuit. Je trouvais que c'était normal, tout ça. Je voyais pas que c'était dysfonctionnel. En tout cas, je voyais pas que je le faisais depuis un espace dysfonctionnel, un espace de peur. Dans votre histoire aussi, et là aussi c'est intéressant d'avoir votre point de vue, parce que beaucoup vont se retrouver aussi là-dessus, c'était de dire, on a le sentiment qu'il y a aussi un petit syndrome du sauveur. Et notamment le fait de se dire, bon, effectivement, vous allez accompagner des gens que vous allez peut-être sauver, mais cette réconciliation nécessaire dans votre famille qui parfois s'oppose sur des principes qui vont de la science à la spiritualité. Et vous vous êtes mise également dans cette quête de se dire, ah non, il y a un lien entre les deux. Alors, je crois que la quête de lien, je l'ai toujours eue. Et j'ai jamais compris, par exemple, avant même que je fasse pharmacie, etc., hein, au lycée, au collège, j'ai jamais compris pourquoi on séparait les matières. C'est un truc qui m'a toujours vraiment surprise. Et je me souviens que je passais beaucoup de temps à relier les matières. Alors, au lycée, un peu moins, mais à partir de mes années de fac, je passais des heures à relier ce qu'on voyait dans une matière dans une autre. Et à faire les ponts entre différentes matières, entre l'embryologie, la physiologie, plein de domaines en apparence séparés, mais qui, en mon sens, se reliaient. Et dans mon parcours, c'est vrai que je me suis beaucoup rattachée à la science qui était très palpable, concrète, sauf qu'en fait, j'avais beau tout comprendre intellectuellement à mon histoire, faire des ponts brillants, j'aurais pu écrire une thèse sur mon histoire. Intellectuellement, je comprenais tout, mais il n'y avait rien qui se passait dans mon corps, en fait. Et la Mongolie, j'ai pris conscience de cette part spirituelle, en tout cas de ce souffle de vie qui habite un être, et que c'est ce souffle de vie qui porte cet amour. Cet amour, on ne le reçoit pas à travers les likes. Alors bien sûr que très ponctuellement, on peut être satisfait parce qu'on a eu un compliment, un petit like, mais cet amour qui est nourrissant, il est en nous. Et c'est quelque chose qui est impalpable et qu'on ne peut ressentir que dans son corps par un souffle intérieur. Et c'est ça qui guérit. C'est pas la compréhension mentale, c'est pas de faire les ponts. Tous les outils sont là pour aider la personne à renouer avec ce souffle d'amour qui transcende tout, qui guérit tout. Et là, je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer, mais pour moi, rien d'autre que ce souffle guérit. Les médicaments, la médecine, les thérapeutes accompagnent ce souffle, mais c'est le souffle qui transcende. C'est pas le médicament. Et encore une fois, les médicaments sont nécessaires à certains moments. Et il y a aucun. Enfin, je remets absolument pas en question notre médecine. Par contre, c'est pas la médecine qui guérit, c'est le souffle en chacun qui transcende tout. Et le reste, la médecine comme tout le reste, vient accompagner ce souffle. Et c'est une pharmacienne qui vous le dit. Oui, et pour le coup, je suis pas du tout anti. Je vois beaucoup dans les sphères thérapeutiques le anti-système, enfin anti-médecine ou pro. Mais pour moi, les deux fonctionnent ensemble. Et les deux fonctionnent ensemble pour accompagner ce souffle de vie qui guérit. Complémentaire. C'est complémentaire et c'est le souffle de vie, enfin la part qui anime le corps, qui transcende tout, et donc, à l'aide du reste. Et donc, entre d'un côté la science et cette spiritualité, vous avez essayé de réconcilier les deux ? En fait, pour moi, je pense que ça a toujours été évident que les deux étaient intriqués. Et pour moi, la science permet, grâce à l'étude de la matière, de mieux comprendre la spiritualité. Mais ce qu'on étudie à travers la matière, c'est ce souffle de vie qui anime la matière. Et on étudie à travers la matière ce que ce souffle de vie impulse dans toute chose. Et donc, la science me permet, moi, de mieux comprendre la spiritualité. C'est pas sur les bancs de la fac qu'on va vous appeler ça. On va apprendre pas du tout. Mais par contre, sans mon parcours très scientifique, j'aurais peut-être pas mis le doigt de manière aussi juste sur la dynamique derrière les addictions, qui n'est rien d'autre qu'une recherche d'homéostasie comme dans le corps physique. Dans le corps physique, il y a cette recherche constante d'équilibre, et sur d'autres plans aussi, sur nos autres plans, parce que bon, pour le coup, moi je suis convaincue qu'on a un corps physique, on a aussi un corps éthérique, énergétique, où œuvre d'ailleurs la médecine chinoise, la médecine indienne. On a un plan émotionnel, on a un plan mental, et puis bon, on a plein de plans spirituels, mais je pense que cette recherche d'homéostasie dans le corps physique, qui est très bien étudié par la science, se duplique sur les autres plans. Et les crises de boulimie permettent à la personne d'incarner ce qu'elle réprime pour retrouver cet équilibre et cette homéostasie. Dans mon cas, les crises de boulimie me permettaient d'appuyer sur pause là où je ne m'autorisais pas à prendre des pauses. J'étais sans cesse dans une quête, donc j'avais besoin, et je ne me serais jamais autorisée
de me la couler douce pendant quelques heures. Donc j'avais besoin des crises pour appuyer sur pause. Certes, c'était maladroit, mais c'était une recherche de mon plan émotionnel, de mon plan mental, de mes plans spirituels, à me ramener dans l'instant, à tendre vers cet équilibre. Est-ce que vous pouvez considérer là maintenant que vous êtes guéri? De la boulimie complètement. Après, pour moi, la guérison, c'est cette recherche constante d'équilibre. Donc, c'est le chemin de toute une vie. Il n'y a pas d'un côté les gens guéris et puis de l'autre côté les gens malades. C'est un continuum, quelle que soit d'ailleurs la maladie, la problématique. Et avec l'alimentation, il n'y a pas les gens qui ont des TCA et les gens qui n'en ont pas du tout. Je pense qu'on a tous une relation particulière avec l'alimentation. C'est un continuum. Bon, les personnes se tournent vers moi lorsqu'elles ont des symptômes très importants. Donc, elles sont dans la case du TCA. Mais en réalité, quel que soit le symptôme, c'est un continuum. Il n'y a pas d'un côté les gens guéris et de l'autre les gens sains. Et on a le sentiment aussi, en tout cas c'est ce que je ressens, je ne sais pas si, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais on a le sentiment aussi que vous avez envie de désacraliser la thématique de la boulimie en disant la boulimie, c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, quoi. C'est pas qu'un problème de bouffe. En fait. Non, la boulimie, c'est un écosystème. Ouais, c'est ça. La boulimie, c'est un écosystème. Par contre, je crois profondément et sincèrement que si on apprend à changer de posture, à écouter cet écosystème, on se retrouve dans une vie qui est bien plus nourrissante que celle qu'on était en train de mener. Et pour moi, la boulimie, c'est ce qui vient quelque part nous aider à cesser la vie qui nous rend malade. Sauf que bien évidemment, quand on est dans la même posture que celle dans laquelle j'étais, on cherche à éradiquer le symptôme pour poursuivre la vie qui nous rend malade. Vous avez eu de la chance. Ouais, j'ai su saisir en tout cas. C'est vrai? Ouais. Et j'ai une gratitude immense pour mon parcours. Enfin, vraiment, je souhaite à tout le monde en fait de pouvoir changer de regard sur son histoire. Et c'est d'ailleurs ça qui me porte dans mon activité. C'est bien plus que mes KPIs. C'est pas l'absence ou la présence de crise. C'est le nombre de larmes de gratitude pour son histoire dans mon activité. Qui sont les gens qui font appel à vous aujourd'hui? Plutôt des femmes, j'imagine? Alors, beaucoup de femmes. Très peu d'hommes, à mon grand regret, parce que je trouve que c'est riche d'être avec des femmes et des hommes, parce que je travaille de manière collective en partie, et je trouve ça riche. Mais bon, le fait est qu'il y a beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que médiatiquement parlant, quand on parle d'anorexie ou de boulimie, on parle souvent de femmes. Oui, maintenant je propose des événements, des conférences parfois, tous les 15 jours, où des hommes se connectent, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sautent pas le pas d'intégrer les accompagnements. Et moi, ce qui me porte dans cette activité, c'est vraiment de retrouver la justesse en fait, de son parcours, de retrouver un sens à son histoire et surtout de faire un choix qui est congruent avec ce qui nous anime vraiment et pas avec la quête d'idéal que l'on cherchait. Je crois que je n'ai pas répondu à la question. Si, tout à fait. Vous savez, j'étais en train de réfléchir, j'ai noté un mot sur ma feuille, là. J'ai noté un mot que vous avez prononcé le plus souvent possible. Vous savez quel est ce mot? Non. Corps. Ah, le retour au corps, oui. Le mot corps. C'est le mot que vous avez répété le plus souvent lors de cet échange. Oui, c'est intéressant. Je crois qu'on est désincarné quand on souffre d'addiction. On n'habite plus son corps. On est entre deux mondes un peu. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que on a l'impression aussi, quand on vous écoute comme ça, que vous vous êtes reconstruite que toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir eu recours justement à la science proprement dite. Non. C'est vrai que dans le cas de la boulimie, c'est vraiment ce switch de la Mongolie, mais qui n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu tous les accompagnements que j'avais fait au préalable. Si je n'avais pas pu récupérer toute cette énergie dans mon rôle de victime, j'en avais besoin. Donc ça y a contribué, et je pense que chaque pièce de mon parcours a contribué à ce switch, même si c'est la Mongolie qu'on voit. C'est comme dire... c'est comme les personnes qui viennent à moi dans les programmes et qui vivent des rémissions spectaculaires et qui me disent « Ah, mais c'est le programme ». Non, c'est tout leur parcours jusqu'à aujourd'hui qui leur a permis, à travers mon programme, qu'il y ait ce déclic. Mais il n'y a pas une chose qui explose. Par contre, je crois que la guérison est beaucoup plus simple que l'idée qu'on s'en fait. Moi, à l'époque où je souffrais de tous ces symptômes, je cherchais une solution extérieure à travers un outil. Et j'étais vraiment en mode l'hypnose, ça marche ou ça marche pas, le MDR, ça marche ou ça marche pas, etc. Je voyais pas du tout mon rôle dans tout ça et je voyais pas l'écosystème. J'étais très centrée sur le symptôme, donc je voyais pas l'ensemble. Et paradoxalement, je crois que la guérison, c'est vraiment dans
une relation vraie et authentique aux autres, dans un lien vrai aux autres. Et ça peut se faire en famille, ça peut se faire avec des amis. Ça se fait sur tous les plans de notre vie. C'est pas forcément sur le banc d'un thérapeute. C'est un écosystème. C'est un écosystème. Complet. Et donc, tout m'a aidé. La relation à mon cheval, à mes amis, à absolument tout, en fait. Mais c'est dans cette posture de responsabilité et cette posture vraie d'authenticité entre soi et soi face aux autres, et donc face à la boulangère le matin en achetant son pain, face à chaque millimètre de sa journée qu'on guérit. Et le miracle, c'est justement ça. C'est à quel point les expériences de la vie sont d'une justesse infinie pour nous permettre ce switch. Mais comment expliquez-vous que certains, comme vous, y arrivent et d'autres sombrent? C'est cette posture, je crois. C'est cette posture de responsabilité qui permet d'y arriver. Et comment se fait-il que ces gens n'ont pas cette posture de responsabilité? Comment se fait-il que ces gens n'arrivent pas à avoir cette posture de responsabilité? Pour moi, la réponse est très simple. C'est notre nature, la nature même de notre humanité qui veut ça. On est à la fois une part spirituelle qui demande à se réaliser, à être inspirée, à être nourrie par ce qui nous inspire. On a tous des histoires de vie uniques qui font qu'on est inspiré par des choses uniques. Et parallèlement à ça, on vit dans un corps et donc on deal avec les lois de la survie de la matière. Et on est sans cesse happé par nos mécanismes de survie qui ont toute leur place, puisque sans eux, il n'y aurait plus d'espèces humaines. On a besoin de ces mécanismes-là. Simplement, quand on a perdu le contact avec cette part de nous, que moi j'ai eu la chance de recontacter pendant cette période en Mongolie, on est sans cesse happé par ces mécanismes archaïques et on se retrouve dans une spirale. On se retrouve dans une spirale qui nous éloigne davantage de cette part d'amour, en fait, qui est en nous. Et le process est très simple, en réalité, pour sortir de cette spirale. Mais c'est juste que quand on n'en a pas conscience, on se laisse sans cesse happer et on aggrave la spirale de la souffrance. Et donc, vous avez mis un programme pour ça? Alors, j'ai identifié les piliers sur lesquels on a une réelle marge de manœuvre. Maintenant, je crois que le programme, c'est le programme de la vie quotidienne. C'est pas le programme... Par contre, je pense qu'il y a une éducation à faire là-dessus, sur le fait que... donc, si on reprend la base de la base, bon, je ne peux pas être face à moi, face à rien, face au vide, parce que c'est trop inconfortable en moi. Mais qu'est-ce qui fait que c'est inconfortable en moi? C'est bien que mon système nerveux, puisque le système nerveux, c'est lui qui fait le pont entre la matière et le reste. C'est notre système nerveux qui fait qu'on va ressentir des émotions, qu'on va penser certaines choses. Ce système nerveux, il est dans un état d'alerte, il est dans un état de danger. Il a identifié un danger. Dans le cas des troubles alimentaires, il y a un danger qui est réel, qui est le fait de se restreindre, d'être dans un état de stress chronique lié à tout ce qu'on s'impose autour de l'alimentation. Pour le corps, quand on vomit, quand on prend des laxatifs, quand on court 20 bornes par jour pour sculpter la forme de son corps, on est dans un état de stress chronique. Donc, le système nerveux reçoit cette information de danger. Et en parallèle, on est sans cesse happé par nos blessures, nos mémoires, peu importe les convictions qu'on a là-dessus. Et ça, pour moi, ça n'a aucune importance qu'on croit à la vie avant la vie, qu'on croit au transgénérationnel, que ça n'a aucune importance. Le fait est que de toute façon, dès notre vie intra-utérine, on va commencer à faire des expériences. Alors moi, je crois qu'on porte des mémoires qui datent d'avant la vie intra-utérine, mais c'est propre à mes croyances. Mais ça change rien au processus. Même si on croit que ça démarre pendant la vie intra-utérine, on va avoir des empreintes. On va baigner dans l'environnement de notre mère qui nous porte, etc. Les empreintes, elles sont très simples. Lorsque c'est agréable, c'est codé positif. Lorsque c'est désagréable, c'est codé négatif. Notre part archaïque pour survivre, elle est sans cesse en quête de positif et en fuite du négatif. Donc c'est très simple. On porte ce bagage qui sans cesse nous emmène vers plus de positif pour fuir le négatif. Sauf que pour être inspiré, pour être animé par les choses, notre énergie, elle doit être placée vers l'inspiration, elle ne doit pas être placée vers la fuite constante et la recherche de plaisir. Et donc, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas à la fois être sans cesse dans cette quête frénétique de plaisir, sans douleur, et ressentir cette inspiration. Et il y a encore autre chose qui s'ajoute à ça, c'est que je crois que pour exercer ce qui nous inspire, on a besoin de tous les traits du dictionnaire, de toute la boîte à outils. C'est-à-dire qu'une même personne qui voudrait faire la même chose que toi, que vous, avec les interviews, il y aurait plusieurs façons de le faire en fonction de son histoire, en fonction de ce qui est juste. Bien sûr. Sauf que toutes nos mémoires,
toutes les mémoires que l'on porte, on va chercher à ne pas ressembler à ce qu'on a codé comme négatif. Et on va chercher à ressembler à ce qu'on a idéalisé. Par exemple, vous avez travaillé dans la radio, s'il y a des figures que vous avez idéalisées, vous allez chercher à leur ressembler dans l'exercice de votre activité. Et au final, ce ne sera pas juste, parce que vous vous privez peut-être d'autres facultés qui sont l'inverse de ce que vous idéalisez et dont vous auriez besoin par moment. Et donc, en fait, ces mémoires, elles nous jouent des tours dans ces mécanismes archaïques, parce que non seulement on n'a plus l'espace d'être inspiré, mais en plus de ça, on va s'interdire d'exprimer certains aspects qui seraient nécessaires pour se sentir nourri, dans la forme que va adopter notre... Cet enseignement que vous avez là, en tout cas cette philosophie de vie que vous avez maintenant, c'est la Mongolie qui vous a mis face à ça et qui vous fait revenir avec tout ce savoir-là. Non, mais alors parfois, c'est très surprenant. Je dis des trucs, je ne sais pas d'où ça sort. Elle est connectée. Non, mais et parfois, j'apprends des choses, je ne sais pas pourquoi, et ça fonctionne beaucoup dans les questions-réponses. Quand une personne me pose une question, j'ai une réponse qui me vient, et parfois, moi-même, j'apprends de ma réponse. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est formidable, c'est extraordinaire. Mais alors, c'est là, et j'ai entouré ici, et quand on parlait tout à l'heure de science et de spiritualité, puisque vous êtes les deux, pour le coup, mais est-ce que vous êtes plus l'une que l'autre maintenant? Pas du tout, pour moi les deux. Pour moi, la science, c'est de la spiritualité étudiée dans la matière. C'est tout. Sauf que on a le sentiment quand même qu'il y a une dimension spirituelle plus quand même chez vous. Ah, mais bien sûr. Mais pour moi, la dimension spirituelle, c'est la vie en tant que telle. Et la science est un des grains de sable de la plage de la spiritualité. Mais c'est pas séparé. La science fait partie intégrante de la spiritualité pour moi. Alors ça, je sais que c'est très mal compris. Enfin, moi, j'ai jamais compris l'inverse, qu'on sépare. Voilà, chacun sa compréhension. En tout cas, c'est une belle manière d'amener les choses et de réconcilier peut-être. Dans le cas de la boulimie, comment fonctionne le le système nerveux? Le système nerveux, il reçoit des informations en permanence pour évaluer le danger. Bon, il va recevoir des informations du corps physique. D'ailleurs, il y a énormément de fibres, de fibres qui sont afférentes, c'est ça, oui, afférentes, donc qui viennent du corps vers le système nerveux, et il y a des fibres efférentes qui viennent des perceptions externes vers le système nerveux. Je ne sais pas si c'est les bons termes. Oui. Mais donc les deux fonctionnent ensemble. Et dans le cadre des troubles alimentaires, on peut avoir énormément travaillé sur son histoire, tant que le corps est dans un état d'alerte par les mécanismes même de la boulimie, de l'addiction, etc., la personne restera dans un état d'alerte chronique et aura même du mal à voir la justesse de la vie. Dans cet état-là, quand on est en train de se faire courser par un lion, on n'est pas en train d'apprécier la beauté du paysage. Clairement. Ouais, donc, tout à fait. pour moi, les deux sont... On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Et juste vrai sur le plan scientifique, alors on peut supprimer le symptôme. Ça, par contre, je suis convaincue que la science permet de supprimer les symptômes. Une personne qui souffre de boulimie, si on la refait manger, son système nerveux va se sécuriser, elle aura peut-être plus de symptômes, mais c'est pas pour autant qu'elle se sentira complète, c'est pas pour autant qu'elle se sentira nourrie, c'est pas pour autant qu'elle se sentira dans un amour inconditionnel de l'autre, d'elle-même, etc. Est-ce que ce que vous préconisez et votre approche est aussi valable pour l'anorexie et pour toutes les autres addictions? Alors, pour toutes les autres addictions, oui. L'anorexie, ce qui est difficile, c'est justement cette partie physiologique. C'est le fait qu'un corps manque de ce qui est vital. Ça va être difficile de faire le travail sur le reste parce que l'état d'alerte est tel qu'on ne peut pas voir. C'est pour ça que la science est hyper importante. Enfin, dans le processus de guérison, on a besoin de la science. On a besoin de cette compréhension physiologique du corps. Est-ce que vous avez... Alors, je sais que vous n'allez pas aimer cette question, mais vous avez sauvé des gens de ces addictions-là dans votre accompagnement? Il y a des gens qui ont... Je sais que je savais que vous alliez réagir comme ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont retrouvé une vie heureusement. Normal. Sinon je me serais arrêtée, bien sûr. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au travers de... Parce que quand on a cette image, quand on parle de boulimie ou d'anorexie, c'est tellement cette espèce de puits sans fond, de désarroi, mais pour tout le monde, pas nécessairement que pour le malade, mais pour la famille aussi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. En fait, dans mes accompagnements, très rapidement, la personne réalise que ça n'a jamais été le sujet. Donc les symptômes disparaissent très vite. Par contre, il y a les vrais sujets à traiter derrière. Et ça, c'est très difficile. Et ça laisse place à un vide abyssal de réaliser que ce contre quoi on lutte depuis des années, parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'a jamais été le sujet. Donc oui, les symptômes disparaissent pour certaines de manière spectaculaire et très rapidement, mais c'est pas pour ça que tout va bien. Enfin, c'est là que commence le travail, en fait. D'aller re-questionner tout le reste. Donc on n'est pas sur une thérapie brève, clairement. On est sur du long terme. Non, alors moyen, sur les... long terme. J'accompagne entre 6 mois, 1 an. Ouais, c'est ça, ouais.
6 mois, 1 an. Et en fait, au bout d'1 an, je laisse accès au groupe pour que les personnes continuent à pratiquer. Parce que moi, mon but, c'est que les personnes deviennent autonomes dans cette posture au quotidien. Sauf que parfois, il y a des événements dans la vie qui viennent nous bousculer et c'est difficile de garder cette posture. Donc, mes groupes restent ouverts après les 1 an. Mais pour moi, 1 an, c'est le bon timing pour tout refondre, en fait. Parce que tout est à refondre. Hein. L'autre sentiment que j'ai en vous écoutant, Catherine, c'est de se dire que ça doit être très challengeant d'être accompagné par vous. Parce que je vous imagine entendre dire « tu te mens ». Ah oui, oui. Tu mens. Tu te mens, tu t'es identifié à ton petit personnage. Tu te victimises. Oui, tu es scotché. Tu es scotché à ton identité. Et tu ne peux rien faire depuis cet espace, parce qu'on ne peut pas à la fois être identifié et observé. C'est terrible pour quelqu'un qui est en souffrance. Ah oui, c'est très dur. C'est pour ça que je ne peux pas accompagner tout le monde, et je n'accompagne pas tout le monde, et je ne suis pas douée pour accompagner tout le monde. Mais je crois que les personnes qui viennent à moi, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à ça, et c'est ce qu'elles viennent chercher. Et parfois, il y a des erreurs de casting, et c'est pas grave. Mais la grande majorité sont prêtes. Et vous me demandez tout à l'heure les profils. J'ai des profils... Il y a un énorme biais, parce que je pense que nécessairement, on attire des personnes qui s'identifient à notre parcours. Donc moi, j'ai beaucoup de profils très académiques. J'ai des médecins, des avocats, des grands dirigeants dans mes programmes. J'ai aussi des personnes qui ont des vies beaucoup plus simples. Et qui ont tous des problèmes d'addiction. Oui, c'est le point commun. Quelle qu'elle soit. Oui. J'ai des profils très variés, et c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces symptômes relient chacun dans son humanité, au-delà de ses titres, au-delà de son mode de vie, de là où il vient, finalement. Vous avez un exemple de quelqu'un qui vous a profondément touché, marqué? Toutes. Ça aussi, ça peut paraître un peu bizarre, mais je crois que toutes viennent me réveiller, en fait, des parts de mon histoire, réveiller des parts de moi et me permettre de me les guérir en moi. Aussi. Donc oui, elles m'ont toutes touchée. Toutes. Chacune dans leur unicité, mais toutes. Et des projets? Ah, j'ai plein de projets. J'imagine, vous avez plein de projets, avec notamment... parce que, quand vous parlez, on va parler de l'espace dédié aux enfants que vous voulez aider, bien sûr, mais vous devez intervenir, on doit vous appeler pour aller dans tous ces centres. Quand on parle des centres d'anorexie, je pense à... Alors si, il y a le numéro vert qui m'a appelé un jour pour savoir ce que je proposais. Mais jusqu'à présent, je communique pas beaucoup, en fait. Sur la maison mon de Solène, par exemple, tous ces endroits à Paris. Mais je pense qu'ils ignorent complètement mon existence. Ils vont le savoir maintenant. Voilà. Non, jusqu'à présent, j'ai eu 3 enfants en 4 ans. Et mon activité a démarré au moment de ma première naissance. D'ailleurs, c'est intéressant parce que chaque naissance a fait grandir mon activité. C'est rigolo de le voir comme ça. Joli symbole. Oui, vraiment. Chaque naissance m'a permis de me reconcentrer vraiment sur l'essentiel et de vraiment ce que je voulais apporter. Et juste une chose, ils seront un jour? Mes enfants? Ouais. Ah, mais je leur explique. Alors, moi, ils sont tout petits. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, ils seront un jour? Alors, eux, dans leur langage, j'aide les dames à se sentir bien dans leur cœur. Mais je parlais de votre parcours. Ah oui, bien sûr. J'ai aucun problème à parler de mon parcours. Ok. Puis, en fait, de toute façon, même si je le dis pas, tout le monde voyait bien que j'étais bourrée tout le temps. Enfin, j'ai pas besoin d'en faire tout un pitch. En tout cas, les personnes qui m'ont connue connaissent mon parcours parce qu'ils m'ont vu. Non, mais les enfants, c'est toujours autre chose. Et les enfants, je leur expliquerai, oui. Non, mais ma question sous-jacente, c'était de se dire, il y a beaucoup de parents qui se posent cette question-là. Est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'on doit le raconter aux enfants, ou est-ce que c'est une part de sa vie que les enfants n'ont pas besoin de connaître? Moi, je suis pas attachée à leur raconter, mais je suis pas non plus, s'ils me posent des questions, je serais ravie de leur raconter mon histoire. Et je crois aussi que c'est mon histoire qui me permet d'être la maman que je suis avec eux. Sans doute. Très tôt, je leur apprends, ah, c'est l'amour ou c'est l'ego? Et ils savent très bien dire. Ils savent faire la différence? Magnifique. Ils disent, ah, maman, Gaspard, c'est l'ego. Sans le diaboliser. Ouais, bien sûr. C'est devenu un jeu. Oui, c'est un jeu. Bien sûr, exactement. Et en fait, c'est le même jeu que j'ai dans mes accompagnements. Est-ce que là, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est un espace désintéressé? C'est un espace d'amour et c'est un espace d'inspiration, ou est-ce que tu es attaché au résultat? Et parfois, on ne sait pas, et c'est par l'expérience qu'on devine. Les projets. Alors, les projets, donc, un espace dédié aux enfants pour les aider à se reconnecter à leur unicité. Oui, alors c'est pas vraiment à rester connecté. Si j'ai marqué ça, c'est pas vraiment ce que je veux dire. C'est davantage de pas s'éloigner de
qu'ils sont vraiment. Et en fait, parfois, donc moi j'accompagne aussi, mais c'est un peu un hobby. Hein. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui me prend beaucoup d'énergie. Les bébés ont des symptômes et on va essayer de comprendre leurs symptômes. Et parfois, on est très rationnel en fait dans cette compréhension. Or, le bébé, et ça fait appel à mon système de croyance, donc on peut vraiment ne pas y adhérer, ça n'a rien d'universel, mais le bébé, pour moi, arrive avec déjà justement toutes ses mémoires, toutes ses charges, toute son interprétation de la réalité très tôt. Et le fait d'aider la famille, en fait, l'écosystème, à accueillir ce que vit l'enfant sans chercher à modifier ce qu'il vit. On voit beaucoup, en fait, quand un enfant pleure, « Ah, mais calme-toi, c'est pas grave ». Quand un enfant a, je sais pas moi, un reflux des otites à répétition, c'est très bien qu'on veuille le soulager, mais on se questionne pas sur qu'est-ce qui fait que cet enfant... des otites sur otites sur otites sur otites, c'est pas du tout, encore une fois, incompatible avec le fait de soulager le symptôme. Ou en tout cas, on s'interroge, mais on s'interroge sur le plan médical. Exactement. On s'interroge beaucoup Donc moins scientifique. à l'environnement intérieur de l'enfant, à son écosystème, à ce qu'il vit. Et à sa dimension spirituelle. Et à sa dimension spirituelle. Voilà. Et donc, moi, j'ai à cœur d'aider les familles à pouvoir intégrer cette dimension-là pour mieux accueillir. Parce que paradoxalement, je crois que ce qui guérit, quand je disais que c'était la vie qui fait le travail, c'est que à chaque instant où on est présent dans son corps, à chaque instant où on ressent ce qui se passe en nous, et on accueille ce qui se passe, on se reprogramme naturellement. Puisqu'on renvoie l'information que ce qui avait été dangereux et donc qui a déclenché une émotion inconfortable, ou des émotions inconfortables, finalement ne l'est pas tant que ça, puisqu'on peut le vivre en étant présent. Et donc finalement, guérir, ça reviendrait, si on met en place ça depuis tout petit, ça reviendrait simplement à être présent dans son corps face à l'inconfort que l'on ressent à chaque instant. Donc vous voulez créer ça. Et donc je veux avancer là-dessus, oui. Et puis ça va avec mon rôle de maman actuelle aussi, évidemment. Où je suis dedans. Oui. Le lieu d'accueil aussi, vous avez envie de faire un lieu d'accueil ? Oui, le lieu d'accueil, on a racheté un lieu avec mon mari, et moi j'ai vraiment envie de le mettre au service de, peu importe en fait le fond, mais de stages, d'artistes qui viennent exposer leurs arts, leur unicité en fait. Que ce lieu serve en terrain d'exploration de son unicité, quelle que soit la forme. Il est où ce magnifique lieu ? À côté de Toulouse, à Lavore. Ah, à Lavore. Très bien. Très bien. Voilà. C'est une maison d'immersion. Exactement, une maison d'immersion. Et puis bon, il y a encore des travaux. Mais j'aimerais que ça puisse servir dans cette même dynamique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quelle que soit la forme dans la matière que vont prendre les choses, ça anime un même souffle. Je suppose qu'après cette émission-là, et peut-être après, en regardant votre parcours comme ça, plus personne ne peut vous dire tout ça pour ça. Ah si, alors ça, par contre... Encore maintenant ? Oui, mais en fait, je crois que tout dépend du système de valeurs de chacun. Il y a des personnes pour qui c'est le plus important, c'est de bâtir des choses concrètes dans la matière, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir... Et en fait, je le juge pas, ça. Moi, ça me touche pas quand on me dit tout ça pour ça. Vraiment, aujourd'hui, ça m'aurait beaucoup touché si à l'époque où j'étais là-dedans, on me disait « Oh là là, c'est pourri ton parcours ». Aujourd'hui, je suis bien avec ce que je fais. Donc ça vient pas me toucher. Ouais. Est-ce que vous avez gardé un lien avec la famille en Mongolie ? Pas du tout, non. Non, c'était un pointillé. Et est-ce que vous auriez envie de retourner en Mongolie ? Ah, j'aurais volontiers. J'ai adoré et j'aimerais explorer encore davantage ce pays. Pour tous ceux qui ont vécu ça, me disent moi j'ai besoin de cette petite piqûre de rappel, de temps en temps retourner là-bas et me retrouver face à moi-même aussi. On n'est peut-être pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour ressentir ça, mais... Non, je comprends. Moi, ce dont j'ai plus besoin aujourd'hui, c'est d'incarner ce message au quotidien. Et je crois que c'est assez facile avec du recul de se sentir bien lorsqu'on est face à rien. C'est beaucoup plus dur de garder son centre lorsqu'il y a des événements qui viennent nous toucher, qui viennent nous heurter. Et je crois que c'est de ça que j'ai besoin. C'est d'être congruente dans mon message et donc de l'incarner au quotidien. Et c'est ça qui n'est pas facile. En tout cas, on aura compris. Je trouve que vous avez votre alter ego masculin. Je vous donnerai son nom en antenne. Mais il y a quelqu'un qui vous ressemble très très bien dans la démarche d'accompagnement des thérapeutiques. Parce que j'ai le sentiment, et je vous livre les choses telles que je les ressens, je pense qu'on
on va vous aimer ou on ne va pas vous aimer. Ah oui, je suis très polarisante. Je pense. Oui. Moi, j'aime votre discours. J'aime, vous avez un petit côté cash, où on sent bien que si on veut l'accompagnement de Kitry, c'est attention, il faut savoir à qui on s'adresse. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez un petit côté clivant. Ah, c'est sûr. Mais passionnant. Mais je le trouve... en fait, je suis heureuse de surtout pas faire l'unanimité parce que ça me permet vraiment de fédérer autour de moi des personnes qui sont en phase avec ce que je raconte. Par contre, j'ai pas... Alors, je sais que certaines personnes ont de grandes animosités envers moi quand le discours, justement, dérange, notamment l'alliance science-spiritualité, je sais que ça dérange. Mais très bien, en fait. Non, oui, en fait, oui. Non, ça serait faux de dire que je m'en fous parce qu'il y a un truc qui me touche. C'est que vraiment, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de faire en sorte que chacun retrouve sa liberté d'être. Et c'est ça qui me porte. Et dès qu'il y a le mot spiritualité, on peut dire « Ah, charlatan, secte, machin. » Perché. Et là, je me dis, c'est un comble quand même que ce qu'on vienne me reprocher, c'est ce pourquoi j'œuvre. Et donc, probablement que j'ai un attachement encore à rendre les personnes libres d'être qui elles sont vraiment. Et je suis probablement attachée à ça, et c'est ça qui vient me chercher sur ce côté-là. En tout cas, bravo, merci. Je trouve que c'est absolument passionnant. Je pense que c'est... On a fait des émissions sur les troubles du comportement alimentaire, mais rarement avec l'intelligence avec laquelle vous êtes et la pédagogie avec laquelle vous l'avez amené. Et ça, je pense que même si vous êtes clivante, je pense que ça poussera plus d'un côté que de l'autre. Vraiment. Et c'est mérité. Bon, et si on reprend l'homéostasie, il y aura autant de personnes qui adhéreront, qui détesteront. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà. Et vous allez commenter, je le sais. Et dites-nous ce que vous pensez, évidemment, de l'approche de Kitry. Dites-nous ce que vous pensez de son parcours. Est-ce que vous vous retrouvez au travers de ce qu'elle vous a exprimé, de ce rapport aussi entre la science et la spiritualité. C'est toujours très intéressant. On va lire tous vos commentaires. Bienveillants, les commentaires, comme toujours, évidemment. Salut la famille, les enfants, garçons, filles? Les deux. 2 filles, un garçon. 2 filles, un garçon. Voilà. Et le petit gars, il est le dernier? Non, le milieu. Non, le milieu, bon, d'accord. Il est bien entouré, il a 2 sœurs. Exactement. Tout va très bien. Merci beaucoup. On vous met tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Kitry. On peut travailler à distance? Oui, oui. Tout les ça, personnes c'est OK? en Suisse, en Belgique. Ouais, oui. un peu partout. Bon, parfait. C'est la richesse de nouvelles technologies. Exactement, et on va le dire comme ça. Merci beaucoup, Kitry, merci. Mais merci, Marc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.